Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Il a à la une de ce mercredi la 7e enquête sur les conditions de vie et de la santé a révélé que la part des enfants souffrant de la malnutrition au Rwanda a diminué, passant de 33% en 2020 à 27%. Et le ministère des Finances et de la Planification économique a indiqué que le rythme actuel de la croissance économique est encourageant et laisse espérer l'atteinte des objectifs du deuxième plan national de transformation. Je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. La 7e enquête sur les conditions de vie et de la santé a révélé que la part des enfants souffrant de la malnutrition au Rwanda a diminué, passant de 33% en 2020 à 27%. L'étude a montré également que le taux d'accouchement en milieu hospitalier a atteint 98% et que la mortalité infantile, les enfants donc de moins de 5 ans, a baissé de 36 pour 1000 naissances. De même, la mortalité infantile, les enfants de moins de 1 an devraient s'établir à 27 pour 1000 naissances vivantes d'ici 2025 contre 33 pour 1000 naissances en 2020. Cette baisse de la mortalité infantile est le fruit des efforts importants déployés par le pays pour protéger la santé des enfants et des mères. En effet, les statistiques ont montré qu'en 2000, 196 enfants de moins de 5 ans décédés pour 1000 naissances. D'autres statistiques issues de cette étude montrent que le taux de natalité au Rwanda continue de diminuer, atteignant désormais 3,7 enfants par femme contre 4,1 enfants, 4,1 en 2020. L'Institut national de la statistique du Rwanda a révélé que cette baisse s'explique notamment par le fait que certaines mères ont choisi de ne plus avoir d'enfants. 47% des personnes interrogées ont indiqué avoir arrêté d'avoir des enfants par décision personnelle. 13% ont déclaré vouloir en avoir après un certain temps et 2% n'ont pas eu d'enfants pour diverses raisons de santé. Les chiffres de cette 7e enquête sur les questions sociales et de santé montrent également que le taux de grossesse chez les adolescentes est passé de 5% en 2020 à 8% en 2025. Et le ministère des Finances et de la Planification économique a indiqué que le rythme actuel de la croissance économique est encourageant et laisse espérer l'atteinte des objectifs du deuxième plan national de transformation NST2. Cela intervient alors que le produit intérieur brut PIB du Rwanda a enregistré une croissance de 11,8% au troisième trimestre de 2025, selon les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques du Rwanda. Plus de précision avec Jean-Benoît Michel. Publié ce mardi par l'Institut national de la statistique et le ministère des Finances et de la Planification économique montre que la croissance économique a fortement accéléré au troisième trimestre de cette année, comparativement au trimestre précédent. Cette croissance s'est établie à 11,8% contre 7,8% au deuxième trimestre et 6,5% au premier trimestre. Une évolution significative pour la réalisation des objectifs du deuxième plan national de la transformation NST2, comme l'a expliqué le ministre des Finances et de la Planification économique, Murangwa Yusuf. Au premier trimestre, nous avons enregistré une croissance de 6,5%, au deuxième trimestre, une croissance de 7,8% et au troisième trimestre, 11,8%. La moyenne est d'environ 7%. Nous sommes à la position que nous avions prévue pour cette année. Et cela donc est très encourageant, en particulier ce qui concerne le secteur de l'industrie et des services. Le secteur industriel est celui qui a enregistré la plus forte croissance par rapport aux autres secteurs au cours de ce troisième trimestre de l'année 2025. L'industrie a progressé de 17%, tandis que l'agriculture et les services ont chacun enregistré une croissance de 10%. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Murenzi Ivan, explique les raisons de la forte croissance au secteur industriel durant ce trimestre comparativement aux autres secteurs de l'économie. Les activités de la construction continuent de s'augmenter dans le pays. Et ces activités s'accompagnent du développement des industries qui produisent les intrants nécessaires à la construction,
comme le ciment, ainsi que d'autres matériaux tels que le sable et divers équipements. Cela est bénéfique pour l'économie nationale lorsque ces secteurs se complètent et progressent ensemble. Par ailleurs, la production du ciment est elle aussi en hausse, ainsi que les différentes croissances observées dans le secteur manufacturier sont étroitement liées aux activités de construction. La production du secteur industriel a fortement augmenté alors que, par le passé, des révisions de tarifs de l'électricité avaient suscité des inquiétudes chez certains investisseurs. Ces préoccupations ont été abordées par le ministre Morangwa Youssouf, qui a assuré que le gouvernement suit de près cette situation en fait d'éviter toute perte pour les opérateurs économiques. Bien que les prix aient augmenté, la production continue également de progresser. En tant que gouvernement, nous ne souhaitons pas que les tarifs, notamment ceux de l'électricité, continuent d'augmenter dans un avenir proche. L'objectif est au moins de les stabiliser à leur niveau actuel, sans nouvelle hausse, si les conditions le permettent et compte tenu des mesures que nous sommes en train de mettre en place, il sera même souhaitable que ces tarifs puissent légèrement baisser. L'Institut national de la statistique et le ministère des Finances et de la planification économique indiquent que le produit intérieur brut, PIB, a progressé de 11,8% au troisième trimestre de 2025, atteignant de plus de 5 500 milliards de francs rwandais contre un peu plus de 4 600 milliards de francs rwandais à la même période en 2024. Le secteur des services a contribué à la hauteur de 57% de son PIB, à l'agriculture à 15%, l'industrie 22%, tandis que les impôts ont représenté 6%. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Les analystes de l'économie et du développement de l'Afrique ont souligné que la suppression des visas pour les Africains constitue l'une des étapes majeures pour promouvoir les échanges commerciaux, les investissements et la coopération entre les pays du continent. Cela intervient alors que le Rwanda continue d'occuper la première place en Afrique en tant que pays le plus ouvert, en particulier aux citoyens africains. Le point avec Jean Damascène Manichim. Depuis que le Rwanda a ouvert ses frontières aux Africains, à leur permettant d'entrer sans visa, de nombreuses opportunités se sont offertes, aussi bien aux touristes qu'aux investisseurs, ayant choisi d'investir au Rwanda afin de tirer profit de ces avantages. L'expert en politique économique François Kanimba explique que si la politique de suppression de visas pour les pays africains était mise en œuvre par l'ensemble des États du continent, il constituerait un levier majeur pour stimuler le commerce, l'investissement et la coopération entre les pays africains. Un visa par principe, c'est quoi? C'est une autorisation donnée par un pays à des citoyens étrangers pour pouvoir entrer dans ce pays. Donc, par définition, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Et dans le contexte d'une région qui vise une intégration économique, normalement, l'allègement de l'octroi ou la facilitation des voyages intrarégionaux pour les ressortissants d'un pays, ça fait toujours partie des principes et des stratégies qui facilitent le processus d'intégration économique, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, comme c'est envisagé dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Donc, quand on fait une analyse pour comprendre pourquoi les pays africains, certains, c'est pas tous, certains hésitent encore à ouvrir leurs frontières pour faciliter la libre circulation des autres Africains dans leur pays. Il y a plusieurs raisons, mais le plus souvent, dans les pays que j'ai visités, l'une des raisons majeures qui est le plus souvent avancée, c'est la sécurité. La sécurité. Bon, la sécurité, le Rwanda a ouvert ses frontières, ça fait plusieurs années. Mais je ne pense pas que cela a été un facteur pour faciliter des terroristes qui souhaiteraient déstabiliser le Rwanda de trouver une voie d'entrée. Il appartient au pays de construire des institutions de sécurité qui peuvent, à travers leur efficacité, leur méthode de travail, détecter effectivement
les visiteurs qui entrent dans un pays avec un objectif de ce genre. Ce n'est pas en bloquant a priori l'entrée dans le pays qu'on va nécessairement réaliser un objectif de sécurité. Ça, c'est une vérité. L'autre problème que j'ai constaté, surtout dans certains pays de l'Afrique centrale où j'ai travaillé pendant les 5 dernières années, il y a certains pays qui sont riches, qui ont beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de pétrole, qui, pendant une certaine période, ont pu vivre sans beaucoup de problèmes parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour importer tout ce qu'ils veulent de l'extérieur. Et ces pays, en général, ils ont accusé un retard considérable dans les politiques de promotion des investissements dans le pays. Ils ont encouragé purement et simplement les investissements dans les industries extractives, pas dans la promotion des petites et moyennes industries. Et ça, fort de cet état de choses, dans ces pays, vous trouverez que souvent, ils sont parmi les derniers à autoriser ou à relaxer les mesures de facilitation de libre circulation des personnes, que ce soit pour les Africains ou même pour les internationaux qui voudraient venir dans la région. Donc c'est finalement un blocage. Mais maintenant, il y a une ouverture parce qu'avec le lancement de l'accord de libre-échange continental, il y a une forte pression qui s'exerce sur les États membres de cet accord, parce que l'ouverture des frontières, la libre circulation, le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens constitue un des piliers fondamentaux de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental. Ça, c'est un espoir, mais nous constatons malheureusement qu'il y a encore des pays qui y vont avec beaucoup d'hésitation et très très lentement. Pourquoi? Ouais, bon, ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je sais que par exemple, dans certains pays, surtout ceux dont j'ai cité tout à l'heure et qui ont beaucoup de ressources naturelles, ils pensent que faciliter l'afflux massif d'autres Africains des pays voisins va créer un problème d'aggravation du chômage pour les jeunes de leur pays, parce que ceux qui viennent, ils vont prendre une partie de leurs emplois. Ce qui est totalement un faux principe. Un faux principe. Les emplois dans un pays, il faut d'abord mettre en place une politique qui favorise la création d'emplois. Ce n'est pas en mettant des barrières aux frontières que vous encouragez la création des emplois pour les jeunes pays. Il faut plutôt ouvrir pour permettre non seulement aux potentiels investisseurs de venir chez vous pour créer ou appuyer même les jeunes qui sont en train de créer des industries, des petites et moyennes entreprises, à trouver des partenaires qui peuvent travailler avec eux pour réaliser leurs objectifs. Donc, il y a ce problème de mentalité, mais qui est en train de changer progressivement, parce que quand vous allez dans des réunions, dans des rencontres au niveau sous-régional ou même régional, les pays commencent à annoncer des mesures de facilitation pour tendre vers la libre circulation des personnes et des biens au niveau du continent. De son côté, Damien Mouzoum, analyste béninois spécialiste en politique et gouvernance en Afrique, estime que les prétextes avancés par certains pays, notamment ceux liés aux questions de sécurité, devraient être écartés si l'Afrique veut réellement engager des changements économiques et améliorer les conditions de vie de ses populations. Avantage, je dirais d'abord que le stress de visiter son propre, comme si tu allais chez toi en Afrique et tu dois avoir des exigences de donner des comptes bancaires et autres, alors que tu payes pour toi-même déjà le voyage. Donc ce problème, nous l'avons évoqué ici il y a eu des années.
quand l'Union africaine, qui d'ailleurs en collaboration avec la Banque africaine de développement, ont sorti ce index qui vient d'être publié. Nous avons soulevé ce problème simplement parce que les pays avaient des excuses que pour des raisons d'insécurité, on ouvre les frontières, n'importe qui peut venir, et ils peuvent peut-être devenir une menace pour le pays. Mais malheureusement ou heureusement, ce qu'on constate, le fait que le Rwanda, depuis quand même quelques années, a réussi à demander que les gens n'ont même pas besoin de postuler ni de payer pour entrer dans le pays. Est-ce que ça a rendu le Rwanda plus insécurisé que les autres pays que nous voyons? Donc c'est cela d'ailleurs qui est l'équation primaire. Et ceux qui se ferment le plus, je dirais, sur l'index, si vous lisez l'index jusqu'au bout, le Rwanda et la Gambie sont aujourd'hui les premiers pays. Et les derniers, si je vais le dire aussi, c'est le Soudan, qui est le dernier sur la liste. Et le Soudan aujourd'hui, est-ce que c'est un pays en sécurité par rapport au Rwanda? Parce qu'ils se sont fermés, ils n'ont pas permis aux gens de se déplacer. Donc je crois que la question est ailleurs. Ce que nous, peuple africain épris de paix, nous voudrions, c'est qu'il y ait ouverture, que les gens puissent se déplacer à l'intérieur de l'Afrique. Et ça, c'est un défi que nous avons à relever. Les pays qui essaient de le faire, et y compris aujourd'hui le Bénin, le Ghana et d'autres pays sur la liste, quand vous voyez le positionnement, je crois que nous devons les encourager et trouver un mécanisme pour rendre ça durable, au lieu de prendre des prétextes pour empêcher les gens de se déplacer. Et surtout que ces terroristes, ils ne prennent pas par les aéroports, ils ne prennent pas par les frontières. Quand un terroriste veut venir chez toi, il va présenter une carte d'identité ou un passeport pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc je crois qu'il faudrait qu'on élève le débat, parce que les pays qui nous ont colonisés, comme les pays européens, aujourd'hui, quand vous allez en Europe, même si vous avez le visa Schengen pour rentrer dans un pays, vous pouvez parcourir les autres pays. La libre circulation des personnes et des biens, la facilitation des coûts de transport à l'intérieur des pays et les infrastructures pour lier les pays sont aujourd'hui des défis qui restent encore à relever, et de faire aussi en sorte qu'il y ait ces trains à grande vitesse que nous avons en Europe. Les vols doivent être moins chers parce qu'aujourd'hui c'est presque impossible, même si le pays ouvre les visas et que vous n'avez pas besoin de visa, ça devient encore compliqué quand vous devez payer un billet d'avion qui coûte 3 fois plus cher peut-être que ce que vous allez payer pour aller en dehors du continent. Donc je crois que c'est des préoccupations que nous continuons de plaider pour ça, pour que ceux qui en ont la capacité de jouer un rôle, que ce soit les gouvernements, la société civile ou les entreprises, qu'on fasse quelque chose pour que cette Afrique sorte de son état de précarité. Parce que quand on est isolé, forcément, le résultat, c'est ce que nous avons. La pauvreté continue, le continent avec des crises, des combats, parce que les gens se limitent à des petits espaces et ils pensent que ce n'est que ce qui compte. Donc quand ils sont plus exposés, ils vont voir le monde dans un sens un peu plus large, et puis peut-être que ces crises vont peut-être trouver solution dans cette ouverture et dans la résolution de ces problèmes que le rapport est en train d'indiquer. Le classement Africa Visa Openness Index 2025, publié par la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine, révèle que 20 pays sur les 54 que compte le continent africain ont déjà ouvert leurs frontières aux visiteurs en provenance d'autres pays africains sans exiger de visa. Ce classement est dominé par le Rwanda et la Gambie à la première place, suivi du Kenya en 3e position, du Bénin en 4e, du Ghana en 5e position. Depuis 2016, la politique de suppression de visas pour les Africains dans certains pays du continent a produit des résultats significatifs, notamment dans le développement du marché commun africain. En 2018, plus de 1,2 milliard de personnes ont été enregistrées à ce marché, ce qui a permis d'augmenter le commerce intra-africain de 52%. Les recherches de 2025 montrent également que le nombre de pays utilisant le visa électronique a augmenté, passant de 26 en 2024 à 31 en 2025. Et des étudiants dans les institutions universitaires se félicitent des progrès enregistrés dans la lutte contre la corruption, de telle manière que les enseignants de nos jours n'ont plus aucun contact direct avec un étudiant concernant ces notes. Les spécialistes de la santé mentale affirment que donner ou recevoir des pots de vin a un impact négatif sur la santé mentale. Le récit de Patrick Nyelidandi.
Pour les étudiants au sein des institutions universitaires du pays, la corruption fréquente dans le milieu de l'éducation serait liée au sexe et à l'argent, comme l'ont témoigné les étudiants de la province du Sud inscrits à l'université du Rwanda et à l'UNILAC. C'est un problème. Des fois, certains étudiants trouvent normal d'obtenir des notes qu'ils n'ont pas méritées. Des fois aussi, certains enseignants se donnent le droit de te donner des notes fantaisistes et créer un sentiment d'animosité entre toi et les autres enseignants. Je me réjouis qu'un système a été mis en place pour permettre à un étudiant de faire des réclamations dans la discrétion et obtenir gain de cause. Dans le cadre d'un programme d'information et de lutte contre la corruption, diverses institutions organisent des conférences dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaires, en commençant par ces étudiants de l'Université du Rwanda et de l'UNILAC, afin de les sensibiliser aux services auxquels ils ont droit et de les inciter à ne pas payer pour ces mêmes services. Uwamahoro Vestine est la représentante du projet Inclusive Service Delivery Africa qui collabore avec le club des étudiants engagés dans la lutte contre la corruption au sein des universités. La première chose, c'est de connaître les lois et ses droits. Ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas payer pour un service qui leur revient de droit. Ils doivent aussi savoir qu'il y a des services qui ont été mis à leur disposition. Que ceux qui contreviennent aux lois sachent aussi que les sanctions sont prévues. La corruption dans l'éducation a des conséquences différentes pour celui qui la commet et celui qui la subit, comme l'explique Sylvestre Habyarimana, expert en santé mentale. La première conséquence de la corruption, c'est la forte angoisse, la solitude, une douleur intense qui peut conduire même certains à la dépression et au suicide. Nous conseillons à tous d'éviter la corruption et à celles ou ceux qui ont été victimes d'approcher des spécialistes, des professionnels pour se faire soigner. Bien que la corruption persiste sous diverses formes, le Rwanda figure parmi les pays les plus performants au monde dans la lutte contre la corruption. Il occupe la première place au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, la 3e en Afrique et la 43e au niveau mondial. Selon la section rwandaise de l'initiative internationale anticorruption Transparency International Rwanda, le taux de corruption au Rwanda s'élevait en moyenne à 14,6% en 2025 contre 18,5% en 2024. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.